Bismillahirrahmanirrahim. Module de biologie. Deuxième partie, la suite du chapitre 1, généralité, notion de base de la classification des êtres vivants. Troisième notion, la taxonomie. La taxonomie, c'est une branche de la biologie qui a pour objet 1. La description des organismes vivants. 2. L'identification des organismes vivants en utilisant une clé de détermination. Cette clé est un outil permettant d'identifier les espèces selon des critères morphologiques, génétiques et autres. Une fois l'organisme vivant a été identifié, donc maintenant on va le nommer, on va lui donner un nom. Donc c'est la nomenclature des organismes vivants. Enfin, on le classe selon un système hiérarchique qui est constitué de plusieurs rangs ou taxons. Maintenant, nous allons voir la définition de taxon et quels sont les différents niveaux hiérarchiques de la classification. C'est Carl von Linné qui a établi le système de classification encore utilisé aujourd'hui. Dans ce système de Linné, les organismes vivants possédant des caractères en commun sont regroupés en catégories. Chaque catégorie est appelée taxon. On a vu dans la classification classique que Linné regroupait les organismes vivants en fonction de leur ressemblance morphologique. Aujourd'hui, on tente de regrouper les organismes qui ont un lien de parenté, c'est-à-dire en utilisant la classification phylogénétique. Linné avait proposé en 1735 une classification du vivant de manière hiérarchique, avec différents taxons, en passant du plus général qui est le règne au plus spécifique qui est l'espèce. Donc, la définition d'un taxon. Un taxon désigne donc un groupe d'êtres vivants phylogénétiquement apparentés constituant une unité systématique des niveaux hiérarchiques donnés. Les niveaux hiérarchiques de la classification. Dans ce système hiérarchique, l'espèce constitue le taxon de base. Les espèces donc sont regroupées en genres, les genres sont regroupés en familles, les familles sont regroupées en ordres, les ordres sont regroupés en classes, les classes sont regroupées en embranchements, les embranchements sont regroupés donc en règnes. Pour permettre des subdivisions plus fines, les préfixes sous et super peuvent être ajoutés à n'importe quelle catégorie. Exemple, superfamille, sous-famille, super-embranchement, sous-embranchement, super-ordre, sous-ordre, etc. Pour aller plus loin encore, il existe des taxons encore plus grands que le règne, comme le domaine, qui est considéré parfois comme un synonyme du terme empire. Donc, il existe un moyen ou un mot mnémotechnique pour reconnaître ces niveaux hiérarchiques de la classification. Donc, ce mot mnémotechnique est récophage. Donc, R, c'est pour règne, E, c'est pour embranchement, C, c'est pour classe, O, c'est pour ordre, F, c'est pour famille, G, c'est pour genre et E, c'est pour espèce. Donc, comme exemple, nous allons voir la classification de l'homme. Le nom scientifique de l'homme est Homo sapiens. L'homme est un être vivant, donc il appartient au monde vivant. L'homme est un être eucaryote constitué de cellules eucaryotes, donc il appartient au domaine des eucaryotes avec tous les êtres eucaryotes, c'est-à-dire avec les animaux, les végétaux, les champignons et les protistes. L'homme, il est classé dans le règne animal. Donc, avec tous les animaux pluricellulaires et hétérotrophes. Dans le règne animal, il existe plusieurs embranchements,
tels que les mollusques, les arthropodes, les annelides, les nématelminthes, les platelminthes, les cordés, etc. Donc, l'homme est classé dans l'embranchement des cordés. Donc, dans l'embranchement des cordés, avec tous les animaux qui ont un endosquelette qui peut être osseux ou cartilagineux. Dans l'embranchement des cordés, existent plusieurs classes. Il y a les amphibiens, la classe des amphibiens, la classe des reptiles et autres, et la classe des mammifères. L'homme appartient à la classe des mammifères. Donc, les mammifères possèdent tous des glandes mammaires, donc ils nourrissent leurs jeunes avec du lait produit par les glandes mammaires des femelles. Dans la classe des mammifères existent plusieurs ordres. Il y a l'ordre des primates, l'ordre des rhodinsia, c'est-à-dire les rongeurs, souris, rats. Il existe aussi l'ordre des lagomorphes, comme exemple le lapin. L'homme appartient à l'ordre des primates. Donc, les primates qui ont tous qui ont tous des caractères communs, tels que donc il est classé avec les singes et les lémuriens, qui ont tous des caractères communs, c'est-à-dire le pouce il est opposable, une vision binoculaire, des griffes remplacées par des ongles, présence de colonne vertébrale qui comprend de 22 à 33 éléments, c'est-à-dire vertèbres, etc. Donc, dans l'ordre des primates, il existe plusieurs familles. Il y a la famille des hominidés, la famille des hylobatidés. La famille des hylobatidés qui comprend surtout les grands singes. L'homme est classé dans la famille des hominidés avec le gorille, le chimpanzé, avec l'orang-outan. Tous sont des êtres de grande taille, à cerveau développé, ils sont dépourvus de queue, ils ont une marche bipède, parfois imparfaite. Cette famille hominidée rassemble les genres actuels, le gorille, l'orang-outan, le chimpanzé et l'homo. L'homme appartient au genre Homo avec les dernières espèces du genre Homo, mais qui sont éteintes, telles que l'Homo ergaster ou l'Homo habilis, etc. Donc, la seule espèce actuelle est l'espèce sapien qui est l'homme actuel. Notion d'espèce. L'espèce constitue le taxon de base de la systématique. La notion d'espèce rassemble des individus qui se ressemblent morphologiquement, anatomiquement, physiologiquement, génétiquement et même biochimiquement. Donc, ces individus sont capables de se reproduire entre eux et de donner une descendance capable aussi de se reproduire. Ça veut dire que leurs descendants sont viables et fertiles. Fertiles, ça veut dire qu'ils peuvent se reproduire entre eux et donnent des descendants. Donc, il existe des êtres qui sont hybrides. L'accouplement de deux êtres vivants, mais d'espèces différentes, donne des hybrides. L'animal hybride qui naît est le plus souvent stérile. Par exemple, on a le mulet, c'est le mâle, ou la mule, qui est la femelle. C'est un croisement entre un âne et une jument. On a aussi le zébran, qui est un croisement entre un zèbre et une ânesse. Donc, il y a plusieurs exemples. Donc, on a le léopard, qui est un hybride du léopard et du lion. Et on a le ligre, c'est l'union d'une tigresse et d'un lion. Nomenclature des espèces. Comment on nomme les espèces? Convention de la nomenclature. Depuis Linné, on nomme les espèces en utilisant la nomenclature binomiale. Bi veut dire deux, nomial non. Donc c'est un nom composé de deux mots. Chaque espèce a un nom latin formé de deux mots. Le premier mot est le genre, généralement un nom commençant par une majuscule, et le second, l'espèce, généralement un adjectif entièrement en minuscule. Et autant
Ce nom est autant que possible suivi de la citation abrégée du nom de l'auteur lorsqu'on classe les végétaux, c'est-à-dire en botanique, ou en entier lorsqu'on classe les animaux en zoologie. Bien sûr, cet auteur qui a le premier décrit l'espèce sous ce nom. Donc, ce nom est aussi suivi de la date de la parution de la publication. Donc, le nom complet est en italique, c'est-à-dire type d'écriture, c'est l'italique pour indiquer qu'il s'agit de mots latins, ou bien ce nom il doit être souligné. Si le nom de l'auteur est mis entre parenthèses, cela signifie que le taxonomiste indiqué a été le premier à y décrire l'espèce, mais sous un autre nom de genre que celui qui prévaut actuellement. Quand on se réfère à une espèce non déterminée ou qui n'est connue que partiellement ou par un seul individu, il est d'usage d'utiliser l'abréviation SP. La standardisation de la nomenclature binomiale permet donc à tous d'appeler chaque organisme vivant par un même nom qui lui est propre. Donc, chaque organisme vivant a un nom scientifique qui lui est propre. Donc, quelques exemples. Par exemple, le nom scientifique de la tomate est Solanum lycopersicum. Solanum, c'est le genre. Lycopersicum, c'est l'espèce. Donc, la première lettre du genre, elle est en majuscule. L'espèce Lycopersicum, elle est en minuscule. Donc, ce nom est suivi de la citation abrégée du nom de l'auteur lorsqu'on classe les végétaux. Donc, la tomate, c'est un végétal. Donc, l'auteur, le nom de l'auteur abrégé c'est elle, c'est Linné qui a le premier décrit l'espèce tomate sous ce nom, c'est-à-dire Solanum lycopersicum. Donc, ce nom de scientifique de l'être vivant, suivi du nom de l'auteur abrégé, suivi de la date de la parution de la publication. Donc, c'est en 1753. Un autre exemple, par exemple, le nom scientifique de l'homme, c'est l'Homo sapiens. Donc, Homo, c'est le genre, sapiens, c'est l'espèce. Donc, la première lettre du genre H s'écrit en majuscule, Homo. Sapiens, donc, l'espèce, elle est entièrement en minuscule. Donc, s'écrit entièrement en minuscule. Linnaeus, c'est Linné. C'est l'auteur qui a le premier décrit l'espèce sous ce nom. Et 1758, c'est la date de la parution de la publication. Donc, le nom scientifique Homo sapiens s'écrit en italique ou on le souligne, ou bien, donc, on le souligne. Troisième exemple, Escherichia coli, Escherichia 1885. Escherichia coli, tout le monde connaît E. coli, donc c'est une bactérie intestinale. Donc, Escherichia, c'est le genre, coli, c'est l'espèce. La première lettre du genre Escherichia s'écrit en majuscule, E en majuscule, coli entièrement en minuscule. Escheris, c'est le nom de l'auteur qui a le premier décrit l'espèce sous ce nom. 1885, c'est la date de la parution de la publication donc de ce nom. Octopus vulgaris, c'est le nom scientifique du poulpe. Octopus, c'est le genre. Vulgaris, c'est l'espèce. Octopus, la première lettre O, s'écrit en majuscule. Vulgaris, en minuscule. Cuvier, c'est le nom de l'auteur. Le premier qui a décrit l'espèce sous ce nom. 1797, donc c'est l'année de la... c'est la date de l'apparition, de la publication de ce nom scientifique. Mus musculus, c'est le nom scientifique de la souris grise.
Mus, c'est le genre, première lettre en majuscule, et musculus, elle est en minuscule. Le nom s'écrit en italique ou bien on le souligne. Donc, Linné, c'est le nom de l'auteur, c'est Linné c'est le premier auteur qui a décrit l'espèce, et en 1958. Donc, dernier exemple, Plasmodium sp, le genre Plasmodium. Plasmodium, c'est un genre responsable, c'est un protozoaire responsable de la maladie du paludisme. Sp, tout simplement, on ne connaît pas l'espèce. Donc, par exemple, on a un spécimen, on a connu le genre, mais on n'a pas connu l'espèce. Donc, soit qu'il est mal connu ou bien il n'existe qu'un seul individu, donc on n'a pas su, donc on n'a pas pu connaître l'espèce. Utilisation des suffixes. La nomenclature a établi une terminologie codifiée qui permet, au vu de la seule terminaison d'un taxon quelconque, de savoir quel est son rang taxonomique dans la hiérarchie systématique. Par exemple, dans la classification des plantes, lorsque le taxon se termine phyta, donc le rang taxonomique est l'embranchement. Donc, par exemple, on a l'embranchement embryophyta dans le règne des plantes. Si, dans la classification des champignons, si le taxon se termine par mycota, donc la terminaison du taxon est mycota, donc le rang taxonomique est l'embranchement. Par exemple, on a Mycorrhizomycota, c'est un embranchement dans le règne des champignons. Dans la classification du règne animal, si le taxon se termine par idée, donc le rang taxonomique, c'est la famille. Par exemple, l'homme appartient à la famille des hominidés. Un autre exemple dans la classification du règne animal, si le taxon se termine par nina, donc le rang taxonomie, c'est la sous-famille. Par exemple, l'homme appartient à la sous-famille Hominina. Pour le genre, donc il y a certains genres qui se terminent par us, par exemple mus, musculus, ou octopus, vulgaris, le poulpe, ou bien il y a certains genres qui se terminent par iom, par exemple on a le plasmodium. Donc, en conclusion, nous allons voir l'évolution de la classification. Depuis l'Antiquité, les scientifiques ont tenté de faire une classification des êtres vivants. Les premiers à proposer une classification du monde vivant sont Hippocrate et Aristote. Mais c'est Linné qui commença à diviser le monde vivant en règnes. Donc, en 1735, Linné proposa de diviser le monde vivant ou bien les êtres vivants en deux règnes. Donc, deux règnes qui sont les végétaux et les animaux. Classification à trois règnes. Haeckel, en 1886, rajoute un troisième règne, celui des protistes, qui sont des organismes eucaryotes unicellulaires. Il fallait attendre l'invention du microscope pour pouvoir les observer. Classification à cinq règnes. Whittaker, en 1969, proposait une classification à cinq règnes. Il sort les champignons des végétaux et il crée un nouveau règne des eumycètes, c'est-à-dire les vrais champignons, les mycètes. Et il sort du règne des protistes les monaires, tout simplement parce qu'ils sont en réalité deux types d'organismes différents. Les deux sont des organismes unicellulaires, mais les protistes sont des êtres eucaryotes, tandis que les monaires sont des êtres prokaryotes. Classification à six règnes. L'équipe de House en 1977 analyse les monaires et distingue qu'il existe deux groupes distincts les uns des autres. Donc, les deux groupes sont des prokaryotes, mais en analysant leur ARN ribosomal, House constate que ce sont deux entités distinctes. Donc, House
crée le sixième règne. Donc, Ous divise le monde vivant en 6 règnes. Donc, on a les animaux, les végétaux, les champignons, les protistes, les eubactéries, les archéobactéries. Donc, classification à 3 domaines. Ous, en 1999, crée un taxon supérieur au règne, qui est le domaine. Donc, création d'un taxon supérieur au règne qu'on appelle domaine. Donc, on regroupe tous les eucaryotes ensemble, c'est-à-dire les végétaux, les animaux, les champignons, les protistes, dans le domaine des eucaryotes. Les eubactéries passent du niveau règne au niveau domaine, même pour les archéobactéries passent du niveau règne au niveau domaine. Donc, le monde vivant est divisé en 3 domaines. Premier domaine, c'est le domaine des eucaryotes, qui comprend 4 règnes. On a le règne des animaux, le règne des plantes, le règne des mycètes ou champignons et le règne des protistes. Deuxième domaine, c'est le domaine des bactéries, le domaine des eubactéries et qui comprend un seul règne qui est le règne des eubactéries. Et enfin, le troisième domaine qui est le domaine des archéobactéries qui comprend un seul règne qui est le règne des archéobactéries. En conclusion générale, actuellement, on tend donc à regrouper les espèces qui partagent de nombreuses structures homologues. Il est plus vraisemblable qu'elles dérivent d'un ancêtre commun. On utilise aussi les séquences de certaines molécules biologiques telles que les protéines, l'ADN, l'ARN servent de plus en plus de nos jours à classifier les organismes. Donc, c'est la phylogénétique moléculaire qui est l'utilisation des séquences macromolécules biologiques telles que l'ADN, les protéines, l'ARN pour obtenir des informations sur l'histoire évolutive des organismes vivants et notamment sur leurs liens de parenté. On peut utiliser comme critère de classification l'embryologie. Donc, dans le chapitre 3, nous allons classer le règne animal, nous allons le classer en plusieurs embranchements selon des critères embryologiques. On peut utiliser aussi la paléontologie, donc bien la paléontologie intervient aussi dans la classification des êtres vivants, car il existe des groupes zoologiques fort importants n'étant connus qu'à l'état fossile, tels que les trilobites parmi les arthropodes, les ammonites parmi les mollusques, les dinosaures parmi les reptiles, etc. Les organismes vivants sont regroupés en 6 grands règnes. Le premier règne, c'est les eubactéries, deuxième règne, c'est les archéobactéries. Ces 2 règnes sont des êtres prokaryotes, c'est-à-dire constitués d'une cellule prokaryote. Absence de noyau, absence d'organites cellulaires. Donc ces êtres prokaryotes sont unicellulaires, ils peuvent être autotrophes ou hétérotrophes. Troisième règne, les protistes. Les protistes sont des eucaryotes, présence de noyaux véritables, présence d'organites cellulaires. Ils sont unicellulaires, ils peuvent être autotrophes ou hétérotrophes. Quatrième règne, les végétaux. Les végétaux sont eucaryotes, multicellulaires, ils sont autotrophes, sont caractérisés surtout par la présence de la paroi pectocellulosique et la présence des plastes et plus particulièrement les chloroplastes. Cinquième règne, les champignons ou les fungi ou les mycètes. Donc sont des eucaryotes pluricellulaires hétérotrophes, sont caractérisés par une paroi cellulaire de type chitineuse, la chitine. Donc, et enfin, le 6e règne, c'est le règne des animaux. Les animaux sont des eucaryotes pluricellulaires, ils sont hétérotrophes, pas de paroi cellulaire, c'est-à-dire absence de paroi cellulaire.